Port du masque, confinement, passe vaccinal, des mesures qui nous étaient inconnues il y a de cela 2 ans et qui pourtant sont venues rythmer la vie des Français depuis le début de cette pandémie. Autant de mesures qui sont venues mettre à mal les libertés des citoyens. Une loi du 23 mars 2020 est venue mettre en place l'état d'urgence sanitaire en France pour stopper l'évolution de la maladie. Comment assurer la protection des libertés dans le cadre d'une crise sanitaire? Les invités de Cédembourg vont y répondre. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec Maître Esther Barr, avocat au barreau de Lyon. Elena Visiedo, vous êtes chercheuse à l'Institut de sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Madame Cotte, vous êtes donc représentante de la CEDH. Madame Jacquet, vous êtes membre de l'association citoyen Ça ne passe plus. Bonjour. Et enfin, Juliette Guigon, vous êtes professeure de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Merci à toutes pour votre présence sur le plateau aujourd'hui. Madame Guigon, donc nous venons de le dire, l'état d'urgence sanitaire a été mis en place au mois de mars 2020. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l'état d'urgence d'un point de vue constitutionnel ? Alors, l'état d'urgence classique, c'est-à-dire d'ordre public, il a été créé par la loi du 3 avril 1955. C'est un régime d'exception qui peut être mis en place sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant de l'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas de calamité publique. Donc il est décrété en Conseil des ministres pour une durée initiale de 12 jours. On va pouvoir prolonger cette durée par le vote d'une loi, donc c'est le Parlement qui pourra le faire. Le Parlement, enfin l'Assemblée nationale et le Sénat seront informés de toutes les mesures prises par le gouvernement et pourront demander toute information complémentaire pour assurer le contrôle. L'état d'urgence est véritablement contrôlé par le pouvoir juridictionnel, parlementaire et constitutionnel. Il a été mis en place 6 fois entre 2015 et 1955, enfin plutôt inversement, et dernièrement en 2015 avec les attentats à Charlie Hebdo et au Bataclan. Et donc l'état d'urgence, il a la particularité de conférer les pouvoirs de police au ministre de l'Intérieur et au préfet, et donc ces autorités vont pouvoir restreindre de manière conséquente les libertés individuelles, notamment la liberté de manifester, de se réunir ou d'aller et venir. Et comment avons-nous procédé pour mettre en place cet état d'urgence dans un contexte sanitaire ? En réalité, on a créé l'état d'urgence sanitaire par la loi du 23 mars 2020, mais c'est simplement une adaptation de l'état d'urgence classique à la crise du Covid. Donc il va être de la même manière mis en place sur tout ou partie du territoire, cette fois-ci en cas de catastrophe sanitaire, qui par sa nature et sa gravité va mettre en danger la santé de la population. Donc il est décrété en Conseil des ministres, cette fois-ci pour 1 mois, mais de la même manière, si on veut le prolonger, ce sera par le vote d'une loi par le Parlement. Et simplement, la particularité, c'est que ce ne sont plus le ministre de l'Intérieur et les préfets qui seront les principales autorités de police, mais le Premier ministre, le ministre de la Santé et les préfets toujours. Et on va de la même manière avoir une restriction des libertés individuelles. On l'a bien vu pendant le confinement, la liberté d'aller venir, de se réunir et de manifester. Dans l'ordre interne, les atteintes aux libertés ont donc été plus ou moins bien accueillies. Mais qu'en est-il d'un point de vue européen ? Madame Cotte, vous êtes donc représentante de la CEDH. Quelle est la position de la CEDH et son rôle dans cette pandémie ? Alors au niveau européen, il me semble indispensable de mentionner l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article permet aux États de déroger aux règles conventionnelles dès lors qu'ils mettent en place un état d'urgence. Je précise tout de même que toutes les règles de la Convention ne sont pas concernées, c'est le cas des droits dits absolus. De plus, un contrôle est effectué par le Conseil de l'Europe pour lequel les États doivent lui communiquer leur intention de se prévaloir de cet article 15 et donc leur intention de déroger à la Convention. Ce n'est pas ce qu'a fait la France dans la gestion de sa crise. Pourtant, elle a porté atteinte à la liberté d'aller et de venir en mettant en place le confinement. Et c'est une liberté qui est garantie par la Convention. Et avez-vous des exemples concrets de pays dans lesquels la CEDH a dû intervenir ? Alors oui, bien sûr, la Cour n'a pas hésité à reconnaître la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça a été le cas de Malte en 2021, qui a été sanctionnée pour violation de l'article 3 relatif aux traitements inhumains, après avoir placé en quarantaine Covid-19 un détenu en voie d'expulsion, alors qu'aucune raison médicale ne le justifiait. Malte n'est pas un cas isolé puisque de nombreuses requêtes ont été portées par les citoyens européens, même si un grand nombre a tout de même été déclaré irrecevable. Mais finalement, quelles ont été les issues de ces recours ? Alors la Cour a compris l'importance de garantir le traitement prioritaire des affaires qui lui sont portées, notamment en suspendant le délai de recours de 6 mois pendant une durée d'1 mois. Cependant, cette solution n'a pas été très concluante puisqu'il a fallu mettre en balance les droits fondamentaux et la protection de la santé publique, ce qui a été compliqué. Dans le cadre de la crise, la Cour européenne des droits de l'homme a principalement eu un rôle de coordinateur et de recommandation à l'égard des États membres, l'objectif étant de les aider à mettre en œuvre leurs mesures tout en préservant l'état de droit et les normes fondamentales.
Merci beaucoup. Madame Jacquet, je vous vois froncer les sourcils depuis le début des débats. Pour rappel, vous êtes donc membre de l'association citoyen Ça ne passe plus. Auriez-vous quelque chose à répondre à ce qui vient d'être dit ? Oui, alors, concernant l'état d'urgence sanitaire qui à l'origine était fixé pour une durée de 1 mois, là-dessus, aucun problème puisque je peux tout à fait concevoir qu'il puisse être nécessaire de le prolonger. Simplement, cela fait quand même plus de 2 ans que nous sommes en état d'urgence sanitaire avec un nombre de lois sécuritaires et d'ordonnances qui ne cessent de s'enchaîner de manière assez exponentielle au gré des nouveaux variants. Donc le premier problème que cela pose, c'est d'abord la question de la séparation des pouvoirs, parce que légiférer par ordonnance pose forcément problème à ça. Ensuite, le second problème, c'est que le propre d'un virus, c'est de muter. C'est pourquoi il ne me semble pas tout à fait déraisonnable de me demander jusqu'à quand ce provisoire dérogatoire va-t-il durer. Est-ce qu'il s'arrêtera réellement au 31 juillet 2022 ? J'en doute. Ensuite, pour rebondir sur les propos de Madame Côte, s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme, alors déjà que cette dernière n'a qu'un rôle symbolique pour nos citoyens, mais si en plus de cela, comme vous l'avez dit, la plupart des requêtes que nous arrivons à porter jusqu'à elle sont déclarées irrecevables, permettez-moi de douter de son utilité. J'entends votre point de vue et je pense que Madame Visiedo, qui est donc chercheuse à l'Institut de sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, pourra vous apporter des éléments de justification. Alors je comprends tout à fait le point de vue de Madame Jacquet. Cependant, je tiens quand même à vous rappeler que votre vie était en danger. On était face à une situation des plus inédites, sans antécédent connu. Donc je pense qu'il faut avant tout comprendre qu'il y a une mise en balance de 2 choses. D'un côté, on a l'individu qui a un droit à ce qu'un traitement médical ne lui soit pas imposé. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'intérêt général, l'intérêt collectif, voire même la protection, donc évidemment de la santé publique, mais évidemment l'ordre public, presque j'aimerais dire, notamment le fait de vivre ensemble. Car on ne peut pas nier qu'il y a eu énormément de décès, que les hôpitaux étaient saturés, que le personnel médical était sous tension. Je dirais aussi que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je pense que ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui, vous en conviendrez. Je tiens à préciser également aussi qu'il y a le pouvoir juridictionnel qui a maintenu son pouvoir, son fonctionnement contre l'avalanche législative du gouvernement. Alors certes, parfois de façon très discutable, j'en conviens. Notamment, je pars du principe que la séparation des pouvoirs a été un petit peu remise en question ces derniers temps. Alors, quoi qu'il en soit, sur le plan des libertés publiques en revanche, je citerai le Conseil d'État, qui permet de définir ce qui est proportionné ou non, puisqu'il analyse les faits au regard de la crise. Notamment, il avait déjà eu à trancher sur la question du confinement. Il avait considéré que ces atteintes étaient justifiées par rapport au but poursuivi, c'est-à-dire à l'intérêt général, la protection de la santé publique. De même, le Conseil constitutionnel s'était penché sur la question de la vaccination obligatoire en 2015, sur la polio. Il avait évidemment considéré que ce n'était pas du tout contraire à la Constitution. Donc je considère qu'en l'espèce, les incitations juridiques à la vaccination ne me semblent pas disproportionnées par rapport au regard du contexte complètement exceptionnel de pandémie. Je me permets simplement de préciser que le Conseil de l'Europe a mis en garde les États membres contre une utilisation à des fins non médicales du pass vaccinal, l'objectif étant de garantir le principe de protection des données et le principe de non-discrimination. Cela a-t-il répondu à vos interrogations ? Auriez-vous quelque chose à rajouter face à ce qui vient d'être dit ? Alors, je suis bien consciente que cette crise du Covid était une situation inédite et qu'à situation inédite, solution inédite. Simplement, je suis évidemment bien consciente aussi en tant que citoyenne que j'ai été directement impactée. S'agissant de l'élargissement du pass sanitaire, en pass vaccinal, excusez-moi, ou encore de l'obligation vaccinale des soignants, que ces mesures soient infiniment moins contraignantes que n'ont pu l'être les différents couvre-feux ou encore les confinements successifs, ne fait aucun doute. Simplement que ces mesures restreignent drastiquement mes libertés ne fait aucun doute non plus. J'entends parler de l'effet cliquet, donc l'effet cliquet qui implique que dans une société donnée, on ne puisse pas remettre en cause une liberté fondamentale légalement acquise. Je crains aujourd'hui qu'au terme de cet état d'urgence sanitaire, il y ait un reste, qu'on garde quelque chose de cette situation et qu'on vienne nous dire « ce n'était pas si grave, vous avez survécu, on peut le refaire » et ce, trop facilement. C'est pourquoi, personnellement, en tant que citoyenne, mais aussi en tant que soignante, j'ai préféré tirer un trait sur ma profession plutôt que sur mes libertés. Merci beaucoup, Madame Jacquet. Mais moi, j'ai tout de même une question pour vous, Maître Barre. Finalement, je ne souhaite pas porter le masque, je ne veux pas me faire vacciner. Que puis-je faire ? Quelles sont les solutions pour les citoyens afin de contrer ces atteintes ? Et est-ce qu'il existe réellement des recours ? Alors, il existe un panel de solutions judiciaires pour contester les mesures liberticides que vous venez d'évoquer. En effet, en France, il y a 3 pouvoirs, dont l'autorité judiciaire qui est active en la matière. Et pendant cette période de crise, les citoyens se sont massivement saisis de ces possibilités. Il y a différents recours qui ont été introduits. Tout d'abord, les recours devant le juge administratif.
les citoyens ont massivement fait usage de la procédure référé-liberté, mais également référé-suspension. Il s'agissait d'abord des mesures restrictives des libertés qui ont été contestées. On connaît le traditionnel exemple des remontées mécaniques à l'hiver 2021, où le Conseil d'État a été saisi via la procédure référé-liberté. Cependant, la haute juridiction de l'ordre administratif n'a pas donné suite et cela a entraîné un rejet du recours. Mais également, les citoyens ont intenté des recours pour, cette fois-ci, aggraver les mesures de confinement qu'on connaissait tous. C'était la requête des jeunes médecins pour aggraver les mesures de confinement, pour protéger le service médical. Et enfin, des recours pour adapter l'organisation du service public à cette crise, cette pandémie que l'on ne connaissait pas. Donc le service médical, mais également pénitentiaire, a demandé la mise en place de gel et de masques afin de se protéger. Par ailleurs, le Conseil des 9 sages peut être saisi pour protéger nos libertés puisqu'il est le garant de ces dernières et on peut aller devant lui pour contester justement des atteintes. Des recours, il en existe, certes. Encore faudrait-il que ces derniers soient effectifs. Personnellement, j'ai pu constater que le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil d'État n'ont pas réellement pris parti dans la défense des libertés durant cette crise et se sont plutôt érigés en suiveurs des pouvoirs publics plutôt qu'en réels protecteurs. J'ai à ma disposition l'exemple donc du Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2021, dans laquelle il a été saisi a priori de la constitutionnalité de la loi 2021-828. Et dans cette décision, selon moi, il est passé très rapidement, voire trop rapidement, sur les arguments des requérants, en concluant assez succinctement que les limites apportées par le pass sanitaire à la liberté d'aller et de venir ne constituaient pas des atteintes disproportionnées, des atteintes disproportionnées à ces libertés constitutionnellement garanties. Mais alors, qu'aurions-nous pu faire au niveau des recours pour mieux garantir les droits et libertés des citoyens ? À mon sens, la protection de nos libertés aurait pu être d'autant plus accrue, optimisée et son efficacité multipliée si nos juridictions avaient jumelé leurs pouvoirs pour parvenir à combler leurs lacunes respectives. Et je pense notamment au défenseur des droits qui est très peu saisi de ces questions et qui peut intervenir cependant en l'absence de tout litige, ce qui est un avantage pour défendre nos libertés. On a donc émis de nombreuses critiques concernant cet état d'urgence sanitaire. Mais quels sont les autres régimes d'exception pouvant être mis en place, Madame Guigon ? Alors, il existe principalement 2 autres régimes d'exception, l'état de siège et l'article 16. Par l'article 16, le président de la République va répondre à des circonstances exceptionnelles en écartant de manière temporaire les règles normales du jeu politique. En réalité, grosso modo, il va avoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et donc, nécessairement, il aura tous les pouvoirs. Mais c'est des conditions très spécifiques qui sont attendues. Notamment, par exemple, il faut que l'indépendance de la nation soit touchée. Ce n'était pas le cas en l'espèce. On a sinon l'état de siège qui a un mécanisme à peu près semblable à celui de l'état d'urgence. Simplement, les autorités de police ne sont plus le ministre de l'Intérieur et les préfets, mais les autorités militaires. Et finalement, est-ce qu'un autre système, peut-être plus innovant, aurait pu être imaginé et mis en place dans ce contexte ? C'est évident qu'on aurait pu envisager de créer un régime juridique spécifique à cette situation puisqu'on ne l'a jamais connu jusqu'ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on était dans une situation d'urgence et donc créer un régime juridique spécifique dans une situation d'urgence, déjà c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis deuxièmement, ça aurait pu créer une situation encore plus liberticide que ce qu'on a déjà connu à ce moment-là. Eh bien, merci à toutes pour votre présence sur le plateau aujourd'hui. Et quant à nous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons semaine prochaine, même heure, même chaîne, sur ce même sujet, mais cette fois-ci sous un angle différent, celui du droit du travail. À très bientôt.